Bonjour à tous. La République démocratique du Congo a renoué avec les relations tissées avec les Fonds monétaires internationaux, mais aussi la Banque mondiale, à travers donc les accords que l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signés. Et d'ici quelques semaines, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale vont faire leur descente à Kinshasa. Alors, le sujet est d'actualité. Aujourd'hui, on va en parler avec Freddy Moulumba Kabouaï, que vous connaissez fort bien, analyste politique, chercheur, lecteur. Il est également administrateur, directeur général adjoint de la RTNC. Freddy Moulumba, la première question au sujet des institutions financières internationales. Quel regard la RDC doit avoir face à ces institutions financières internationales? Adam, merci beaucoup. Je préfère passer par quelques exemples pour répondre à ta question. Le premier exemple, c'est celui de celui de la Chine. La Chine, vers les années 1978-79, quand le président Deng Xiaoping a décidé d'ouvrir la Chine au capitalisme, libéraliser l'économie chinoise. Il y a des experts de la Banque mondiale, Fonds monétaire, qui sont partis lui conseiller comment il faut procéder. Après discussion avec les experts de la Banque mondiale, Fonds monétaire, Deng Xiaoping a dit aux autres, nous, on n'a pas de capitalistes ici. Donc, comme notre économie était centralisée, c'était une économie communiste, laissez-nous du temps, on va réfléchir. Ils ont pris quelques jours, ils sont partis travailler. En travaillant, ils ont trouvé une solution. Ils ont conseillé aux experts de la Banque mondiale. Donc, ils ont proposé qu'avant d'ouvrir totalement, ils vont aller progressivement. D'abord décentraliser l'économie, puis après créer une classe économique, homme d'affaires chinois, qui vont travailler avec les autres. C'est comme ça qu'ils ont procédé. On a décentralisé. Et puis, au niveau du Parti communiste chinois, on a décidé qu'on crée les hommes d'affaires, ou bien les capitalistes chinois, au niveau par les hommes d'affaires. Il y avait des militaires, des enseignants, des infirmiers, tout le monde. D'ailleurs, le cas qui est le plus probant, c'est le patron de Huawei. Il était militaire, il était obligé de quitter l'armée pour monter son entreprise. Aujourd'hui, Huawei est parmi les meilleurs. Donc on a créé cette classe politique, cette classe économique, cette classe d'hommes d'affaires, qui ont fait les affaires ensemble. Donc ils ont créé des entreprises avec les entreprises occidentales. Parce que pour les Chinois, ils ne pouvaient pas accepter que toute l'économie chinoise tombe dans les mains étrangères. Donc ils perdaient leur souveraineté économique. Donc ils ont fait ce qu'on appelle les joint ventures. Et ça a marché. Aujourd'hui, vous savez où se trouve la Chine. Je dirais bientôt première puissance économique mondiale. Le deuxième cas que je prends, c'est le cas de la Corée du Sud. Il y avait une crise financière en 1998. On avait attaqué les économies asiatiques. Après cette crise, le Fonds monétaire et les banques, donc les experts du Fonds monétaire et Banque mondiale, sont partis conseiller les hommes politiques, comme on appelle, sud-coréens. Mais les hommes politiques n'ont pas accepté les Coréens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué la rigueur eux-mêmes. Mais ils ont décidé de rembourser la dette extérieure. Même les gens qui avaient des bijoux ont vendu pour voir un peu le niveau du patriotisme. Ils ont vendu leurs bijoux pour rembourser la dette. Parce que quand vous perdez les comptes sur l'économie, vous perdez les comptes sur la politique. Et la Corée du Sud, en appliquant ça, aujourd'hui, vous voyez où est-ce qu'il se trouve. Et selon les rapports de la Banque mondiale de 1993, intitulé Les miracles est-asiatiques, vous allez trouver ces cas dans ces rapports, qui étaient d'ailleurs financés par le Japon et non par d'autres pays européens bien américains, occidentaux. Le troisième exemple, c'est l'ajustement structurel, qu'on n'oublie pas. Il y a eu un temps ici, les fonds monétaires et la Banque mondiale sont venus expliquer, du temps de Mobutu et d'autres dictateurs, qu'il faut libéraliser l'économie, il faut privatiser les entreprises publiques. Et cela, ça peut faire que l'économie soit relancée, il y aura croissance. Résultat, une catastrophe.
on a cassé tous les États parce qu'on a réduit les charges au niveau, tout ce qui est administration et sociale, l'enseignement, l'administration. Donc tout ce qui était proche de la population c'était oublié parce qu'il fallait seulement mettre la main sur l'économie. Et ça a cassé l'État congolais, bien l'État zaïrois. Voilà pourquoi aujourd'hui on n'a pas un État. Donc il faut tirer les leçons de l'histoire. Maintenant, vous dites... Quel regard la RDC maintenant doit faire comment? Comme la Corée du Sud ou comment? Non, je pense qu'il faut tirer d'abord les leçons de ces 3 cas et demander aux experts congolais de discuter avec nos amis experts étrangers. Ça signifie qu'il faut des gens qui ont des compétences, qui vont discuter, mais qui privilégient les intérêts du Congo, comme les Chinois l'ont fait, comme les Coréens l'ont fait. Voilà comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Mais il y a aussi cette question. On remarque une certaine motivation sans faille de ces institutions financières internationales qui veulent toutes venir ici. Comment jugez-vous cette motivation à l'égard de l'RDC? Non, je pense que ce qui est bon, après tout, pour avoir l'accès au crédit sur le plan international, il faut avoir un peu l'équitus des institutions financières, ce qui est normal. Ces institutions financières peuvent venir vous donner des conseils. Ce n'est pas à elles de décider ce qu'il faut faire. Ça signifie quoi? Dès qu'ils arrivent, il faut que chez nous, qu'on soit préparé, qu'on ait un plan. Qu'est-ce que nous voulons pour que notre pays se redresse? Il ne sera pas normal que les gens qui ne connaissent pas notre pays viennent imposer ce qu'ils veulent. Rappelez-vous ce que j'appelle l'ajustement structurel. Ça fait quoi? Donc, il faudrait quand même que les Congolais se préparent pour discuter carte sur table et défendre les intérêts du Congo. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une période transitoire où l'ordre mondial libéral est entré en crise. Donc, il faut tenir compte de ces éléments, je dirais, un peu géopolitiques. Et n'oubliez pas, le capitalisme n'a pas l'état d'âme. Max Weber, qui est un grand penseur allemand, sociologue, il avait écrit un livre sur l'économie et la société. Il a dit ceci: le capitalisme, c'est un système économique où on veut faire des bénéfices d'une manière illimitée. Il n'y a pas de morale. Max Weber n'est pas communiste. Max Weber, c'est un libéral. Donc, il ne faut pas se gêner. S'ils viennent ici, c'est pour défendre leurs intérêts, les intérêts des puissants, des multinationales qui sont derrière. C'est à nous d'apprendre comment défendre les nôtres, c'est tout. Mais aujourd'hui, les Africains, d'une manière générale, et plus particulièrement les Congolais, ils disent que nous ne pouvons pas nous développer sans le soutien du FMI, sans l'apport du FMI. Mais le FMI ne vient qu'en Afrique. Le FMI, on ne voit pas le FMI en Allemagne, aux États-Unis. Pourquoi c'est seulement en Afrique? Et puis, est-ce que nous pouvons nous développer sans ces institutions financières internationales? Non. Le développement, c'est la décision d'un peuple, d'une élite qui veut que la situation et bien-être de leur population s'améliore et qu'ils soient libres et indépendants. Quand vous prenez tous les cas des pays comme la Corée du Sud, la Chine, l'Allemagne, même l'Amérique, comment ces pays se sont développés et comment ces pays sont devenus puissants? C'est grâce d'abord à la science et la maîtrise de nouvelles technologies. Il n'y a pas autre chose que ça. Et quand vous avez cela, il faut avoir des élites qui doivent gérer correctement et avoir une vision pour les propres pays, pour les propres peuples. L'histoire nous montre que, dans le monde, l'histoire nous montre que jamais un pays s'est développé avec le Fonds monétaire de la Banque mondiale. Mais par contre, là, ils sont passés, où les élites étaient naïves, ils ont cassé leur propre pays. Les cas de l'Amérique du Sud doivent nous aider à comprendre les enjeux. Le développement, c'est la question qui nous concerne, nous, Congolais. Mais les amis peuvent nous aider à nous organiser, peuvent nous aider à avoir des conseils, mais jamais décider à notre place si nous voulons être indépendants et souverains. Donc, je voudrais vous donner l'avis de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, dans les préfaces de son livre « La grande désillusion ». Il dit ceci concernant les institutions internationales. À la Banque mondiale, j'ai malheureusement constaté, ce n'était évidemment pas une surprise, que les décisions étaient prises sur base idéologique et politique.
on voit très souvent que le contraire, les universitaires qui font des recommandations se politisent. Ils déforment les réalités en fonction des idées chères aux dirigeants. Tout est clair. C'est à nous de prendre notre destin en main. Merci. Merci beaucoup. Car on sait